Comment gagner 2, 3, 4, 5, 10 000 euros par mois avec une formation en ligne ou un accompagnement? Je vais t'expliquer ça dans cette vidéo et on va essayer de se faire ça en mode formation gratuite, de façon à ce que tu puisses appliquer aussi les méthodes et les 3 piliers que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Donc reste bien accroché jusqu'à la fin de la vidéo. Elle peut durer un petit peu, mais crois-moi, ce que tu vas récupérer en valeur dans cette vidéo vaut au moins toutes les vidéos que j'ai fait sur cette chaîne. N'oublie pas de me lâcher un like, la cloche abonnée, il n'y a toujours pas d'impôt dessus. Et si tu as un truc à me dire, la zone commentaire est faite pour toi. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. J'espère que tu vas bien, que tu as envie de créer un business aujourd'hui avec moi, parce que je vais prendre du temps pour t'expliquer quels sont les 3 piliers que tu vas devoir respecter et que tu vas devoir mettre en place pour créer un business en ligne, soit de formation en ligne, soit un accompagnement qui sera forcément un petit peu plus cher. Donc c'est ce qu'on appelle du high ticket. Ok. Alors pour commencer, j'aimerais te dire qu'il faut que tu remettes en question ton mindset et que tu comprennes que il y a forcément quelqu'un quelque part sur cette planète qui a envie d'apprendre ce que toi tu sais. Et si tu comprends ça, eh bien tu vas faire sauter immédiatement une croyance limitante que tu dois probablement avoir, qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Je le vois sans arrêt en coaching ou en formation en ligne avec mes élèves. Ils ont tous ce problème de l'imposteur. Ils pensent tous que les connaissances qu'ils ont ne sont pas suffisantes pour pouvoir les monétiser, les exploiter, et à ce titre en fait se sous-estiment complètement et pensent que personne n'achètera en fait leur programme, qu'ils soient bons ou mauvais. Finalement ça n'intéresse personne parce que leur vie est insipide, leur vie n'est pas intéressante, leur vie n'intéresse personne. Et ça c'est complètement faux. C'est une croyance qu'on t'a foutu dans la tête pour mieux te moutoniser et t'empêcher d'être indépendant. Parce que toutes ces années que tu as passé peut-être à apprendre une compétence, à apprendre, je sais pas, à jouer d'un instrument de musique, je sais pas, à faire du sport d'une certaine façon, ou à un sport spécifique, eh bien, toutes ces années-là sont monétisables. La seule et unique question que tu dois te poser, c'est quel est le marché en face de la proposition que j'ai à faire. Si le marché est petit, tu gagneras peu. Si le marché est moyen, tu gagneras plus. Et si le marché est énorme, il y a des chances que ce soit un business millionnaire. Et pour que tu comprennes un petit peu mieux ça, je vais prendre quelques exemples et on va essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on pourrait monétiser ça. Imaginons que tu sois kinésithérapeute, ok? Des kinés, il en existe des quantités astronomiques, il y en a de partout, que ce soit en France ou ailleurs. Mais si toi tu es kiné, mais spécialisé par exemple dans la médecine du sport, dans, je sais pas, dans le massage par exemple des jambes, des genoux, des épaules, des coudes, des je sais pas quoi, eh bien tu as une unicité, quelque chose d'unique, quelque chose d'atypique. Et c'est ce marché-là que tu vas devoir viser. Donc, c'est ce qu'on appelle un marché de niche. On va prendre maintenant un métier un peu plus basique. Par exemple, tu es mécanicien. Tu es mécanicien et toi, ta spécialité, eh bien, c'est de travailler sur des autos, des voitures donc qui font de la compétition en rallye, par exemple. Eh bien, tu vas pouvoir créer une formation autour de ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des centaines et des centaines de personnes qui sont intéressées pour faire, par exemple, de la course de côte en amateur et qui ont besoin de préparer leur véhicule en conséquence. Eh bien, ces gens-là, en fait, n'ont pas de support, n'ont pas de personnes expérimentées pour leur expliquer qu'il faut mettre, je sais pas, tel type de suspension sur tel type de voiture, que le châssis doit être renforcé de telle façon, que le moteur, eh ben, tu peux le transformer, tu peux le swapper, tu peux faire je ne sais pas quoi, rajouter un compresseur, des turbos ou j'en sais rien. Eh bien, tout ça, tu vas pouvoir l'enseigner. Et encore une fois, on va être sur un marché de niche. Et pour le dernier exemple, je vais prendre un de mes coachés, donc quelqu'un que j'ai en coaching régulièrement depuis maintenant quasiment 2 ans que j'accompagne. Et donc, c'est une personne qui est staffer. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est que le staff, c'est en gros plâtrier, mais plâtrier décorateur, ok? Donc c'est quelqu'un qui fait des trucs magnifiques, qui fait des plafonds sculptés, enfin moulés du coup, qui fait vraiment des trucs exceptionnels. Donc c'est un artiste et en fait il travaillait pour une entreprise de plâtrerie et du staff il en faisait une fois par an. Et il en a vraiment eu marre parce que lui sa spécialité c'était vraiment ça et il voulait absolument pouvoir transmettre cette compétence qu'il avait appris au fil des années. Alors, il a eu un parcours incroyable derrière. Il a travaillé pour des centaines de sociétés. Il a travaillé à son compte, etc. Mais il n'a jamais eu vraiment le succès qu'il espérait en fait avec son métier. Alors que c'est un passionné. C'est un mec qui peut te parler des différents types de plâtre, tu vois, pendant 1 heure et qui a un coup de taloche
exceptionnel. Eh bien, c'est une personne que j'ai accompagnée qui aujourd'hui vend pas mal de ses formations, en tout cas des programmes d'accompagnement pour pouvoir devenir staffeur également et donc développer en fait chez les plâtriers ce côté un petit peu artistique qu'ils vont pouvoir mettre en place. Et donc, c'est une compétence qui est complètement atypique et le mec nage dans un océan bleu parce qu'aujourd'hui sur Internet, je pense que c'est le seul à proposer ce type de programme. Alors, je vais mettre un petit disclaimer à ça. Quand tu es dans un marché de niche, eh bien, il ne faut pas t'attendre à faire des millions avec ce que tu vas faire, ok? Par contre, tu vas pouvoir remplacer très facilement ton salaire et très rapidement. Tu vas pouvoir peut-être le doubler, le tripler, le quadrupler et peut-être même plus, mais tu ne pourras pas faire des millions. Donc, si toi, ton obsession, c'est de devenir millionnaire, eh bien, les marchés de niche, c'est pas fait pour toi. Alors, je vais te donner d'autres exemples. Imaginons que tu sois comptable. Comptable, voilà, tu imagines le mec qui est derrière son écran toute la journée, qui fait de la saisie comptable, etc. Il fait des bilans, il gère plusieurs portefeuilles clients, des sociétés, des petites entreprises, des moyennes, etc. Bon, c'est pas hyper reluisant comme boulot. Enfin, en tout cas, c'est pas ultra motivant, même si tu adores ce que tu fais. Bon, voilà, c'est pas la vie rêvée et c'est pas en tout cas, voilà, ce que le marché global rêve comme vie. Ok? Par contre, tu sais qu'il y a des entreprises, tu sais qu'il y a des entrepreneurs, enfin des gens qui se lancent dans le business et qui veulent devenir entrepreneurs. Et donc, tu peux très bien adapter en fait un programme simple pour expliquer la fiscalité, pour expliquer, tu vois, les règles comptables, voilà, basiques qui vont permettre à un entrepreneur de s'élever. Et tu peux expliquer comment créer une entreprise, la gérer, apprendre ce côté gestion, analyse, etc. aux gens. Et là, tu te retrouves du coup dans un marché qu'on appelle mass market. C'est-à-dire que ça intéresse des milliers de personnes. Aujourd'hui, en France, il y a je ne sais pas combien d'entreprises. Et sur le marché francophone global, c'est des milliers d'entreprises que tu vas pouvoir toucher. Ok? Alors, l'exemple que j'ai pris était peut-être un petit peu trop classique. Et tu te dis, ouais, bon, la comptabilité, tu prends un comptable, c'est bien plus facile, etc. Mais si tu veux être un bon gestionnaire d'entreprise, eh bien, il y a ces notions ici à apprendre. Et ça, personne ne va te les apprendre. À moins de devenir toi-même comptable, eh bien, tu ne pourras pas apprendre ça. Tu vas pouvoir déléguer, mais tu vas pas comprendre, en fait, comment gérer une entreprise. Et je peux t'assurer que ce genre de business est 100% full mass market. Et en plus de ça, tu vas travailler avec des B2B. Donc, tu vas pouvoir facturer beaucoup plus cher. Tu vas pouvoir accompagner les gens vraiment sur de multiples business, créer pourquoi pas des montages financiers avec plusieurs entreprises, des holdings, etc. Vraiment, il y a maintes et maintes façons de pouvoir créer un accompagnement ou un programme avec ce genre de thématique. Et puis, il y a toutes les déclinaisons que tu pourrais en faire. Par exemple, enseigner plutôt la productivité, enseigner plutôt la gestion stratégique d'une entreprise, enseigner par exemple comment recruter du personnel, comment tu vas faire en sorte que ton personnel se sente bien dans ton entreprise. Et tout ça, un comptable a les compétences de le faire. Pourquoi? Parce qu'il a analysé des centaines et des centaines d'entreprises. Il sait comment ça fonctionne. Il sait très bien que à tel et tel niveau, il faut mettre en place telle et telle chose parce qu'il les a vues, il les a pratiquées. Et cette expérience-là est pour moi la meilleure expérience qu'il te faut pour toucher du mass market. Alors aujourd'hui, j'ai pris l'exemple d'un comptable, mais ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut être, je sais pas, quelqu'un dans l'industrie par exemple, qui a un savoir-faire spécifique et qui peut toucher le mass market là-dessus parce que tout le monde se bat pour obtenir cette compétence. Donc il faut comprendre que il faut placer en fait avant même de pouvoir créer un business. Il faut placer le curseur et savoir qu'est-ce que tu veux vraiment. Est-ce que tu veux créer un simple business qui va te permettre de remplacer ton salaire ou est-ce que tu veux aller plus loin et dans ce cas-là, il faudra que tu passes sur du mass market et donc il faudrait que tu aies une compétence qui soit compatible avec ce mass market. Ensuite, si tu te dis, moi j'ai zéro compétence, tu vois, je sais rien foutre de mes 10 doigts, j'ai jamais rien appris, etc., etc., etc. Bon, tout ça, c'est des croyances limitantes et des pensées limitantes qui, à mon avis, ne sont pas justes. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre simplement une feuille de papier, un stylo, de faire 2 colonnes, ce que tu sais faire, ce que tu ne sais pas faire, ce que tu voudrais faire, hein, que tu ne sais pas faire, et peser le pour et le contre. Ça va te permettre de prendre une décision. Simplement de dire, ok, finalement, je sais faire pas mal de trucs et semble-t-il, ça pourrait être monétisable, ok. Donc ça, c'est le meilleur des cas.
Le pire des cas, c'est tu aimerais faire ça, mais tu n'as pas les compétences pour le faire. Et bien à ce moment-là, tu vas aller te former pour pouvoir le faire. Alors ça te prendra plus de temps, effectivement, mais il n'est jamais trop tard pour apprendre de nouvelles compétences. C'est ce que je fais moi-même. J'ai 46 ans. Ça fait depuis 2001 que je suis dans l'entrepreneuriat. Et pourtant, je me forme encore chaque mois à certaines compétences parce que je veux toujours en savoir plus. Et même si ce sont des compétences que j'ai besoin de faire déléguer, par exemple, eh bien, il faut que je les acquière d'abord pour pouvoir mieux les déléguer. Et ça, il faut comprendre que dans l'entrepreneuriat, c'est primordial. Donc, il n'y a rien qui t'empêche aujourd'hui de suivre, par exemple, une formation en marketing et d'enseigner ensuite le marketing. Il n'y a rien qui t'empêche d'apprendre à faire des cascades en moto, du stunt, et de former les gens ensuite à faire du stunt. Tu vois, il y a vraiment zéro limite là-dessus. Parce que si c'est ce que tu aimes, si c'est ce pourquoi tu penses être fait, ton unicité, eh bien c'est plus important que le chemin à parcourir pour y arriver. Donc ça, c'est juste le préambule que tout le monde devrait pratiquer avant d'essayer de se lancer dans n'importe quel business ou dans n'importe quel rêve de business ou de projection. Eh bien, il faut analyser ta propre situation d'abord et c'est vraiment ça le primordial. Et donc ça, c'est juste le préambule. Maintenant, passons à l'étape numéro 1. Ok, donc la première étape, ça s'appelle le positionnement, c'est-à-dire à qui tu vas t'adresser. Qui tu es, qu'est-ce que tu représentes, ok, et à qui tu vas t'adresser. C'est vraiment l'étape la plus importante qui va te permettre en fait de tracer la route. C'est un petit peu comme le GPS, tu vas programmer ta destination. Eh bien, tu vas forcément passer par plusieurs étapes. Eh bien, la première étape que tu dois viser, c'est ton positionnement, avoir une position claire. Par exemple, je suis, je sais pas, kiné, je sais pas quoi, hein, voilà, je suis un expert dans ça, ok, ou je suis passionné de ça, peu importe, et j'aide les personnes qui sont comme ci, comme ça, et qui ont besoin de ci ou de ça. Voilà, ça me paraît être un positionnement le plus clair. Et pour déterminer ce positionnement, eh bien, il y a plusieurs sous-étapes à franchir. La première sous-étape à franchir, c'est de savoir exactement qui tu es. Qu'est-ce que tu apportes de particulier? Quelle est ton unicité, hein? Donc, j'arrête pas de parler de ça parce que pour moi, c'est primordial. Tu peux pas faire quelque chose sans valeur. Tu vois, c'est pour moi, si tu veux apporter de la valeur aux gens, il faut que tu aies toi-même cette valeur et conscience de cette valeur. Donc il faut que tu prennes du temps pour t'analyser toi-même et de savoir quelle est ton unicité. Pourquoi est-ce que tu es sur cette foutue planète? À quoi tu sers? Et qu'est-ce que tu pourras apporter tu vois, à tes élèves ou à tes clients, peu importe. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce que tu peux transmettre précisément. Donc ça, c'est la première sous-étape. La deuxième sous-étape, c'est de savoir comment est-ce que tu vas te présenter. Est-ce que tu vas te présenter en tant que professionnel guindé avec un costume, si ça, tu vois, une mise en forme, une mise en scène autour de toi, ou est-ce que tu vas te présenter comme moi, simplement comme tu es dans la vie tous les jours, tu vois, comme moi, avec ma casquette, mon truc, mon machin. C'est exactement comme ça que je suis dans la vie de tous les jours, et c'est comme ça que je me présente à toi. Et le truc qu'il faut absolument que tu enlèves de ta tête, c'est cette expression de merde, l'habit ne fait pas le moine. Bien sûr que l'habit fait le moine, et bien sûr que tu dois te présenter de la façon la plus directe possible et la plus authentique possible, mais il faut que tu aies forcément l'habit qui correspond à ton produit, à ta thématique, à ton mindset, à ce que tu veux propager. Ok. Aujourd'hui, moi, je propage cette idée de liberté et d'indépendance financière. Eh bien, je te montre comme je suis au quotidien. Pourquoi? Parce que c'est cette indépendance qui me permet d'être comme ça. Parce que si je travaillais pour une entreprise avec le niveau de salaire que je réclame et avec les compétences que j'ai à apporter, bah, je serais obligé de porter un costume 3 pièces. Et ça, c'est pas ce qui me convient. Et crois-moi, je l'ai fait pendant de nombreuses années. Tout comme quand je te montre des vidéos de liberté à l'île Maurice, des activités que je peux avoir ici, etc., qui représentent eh bien, ce que je propage, c'est-à-dire cette liberté et cette indépendance financière et géographique. Une autre sous-étape que tu vas devoir franchir, c'est la façon dont tes clients, tes futurs élèves vont te percevoir. C'est vraiment très important. Alors, je ne dis pas qu'il faut vivre au travers du regard des autres, mais il faut aussi comprendre que les gens ont certains a priori et que bah, il faut que tu correspondes un petit peu à ces a priori. Même si tu ne dois pas devenir un clone de clone de clone, il faut que tu montres une certaine correspondance à ce que les gens recherchent. Mais surtout, tu ne dois pas contrarier ton unicité. Si ton unicité te guide vers un format plutôt authentique et donc
clivant, eh bien, tu dois te laisser guider par ça. Il faut que tu aies confiance en toi. Et ça se ressent dans ce que tu vas faire, dans ce que tu vas dire, dans ce que tu vas montrer. Je peux t'assurer que pour de nombreuses personnes, le fait que je sois en t-shirt comme ça avec une casquette à l'envers, eh bien, ça leur plaît pas du tout. Ou ma façon de m'exprimer, ma façon de parler, mon accent de flamand du Nord, tout ça, ça les horripile. Et forcément, eh bien, j'en deviens clivant. Alors que c'était pas du tout le but recherché. Mais moi, j'ai toujours fonctionné avec ça parce que je suis en accord avec mon unicité. Et bah, si je dois être clivant à cause de ça, bah tant pis, je suis clivant à cause de ça. Mais ça ne m'empêche pas de me présenter à toi tel que je suis et avec autant d'authenticité que tu me connais. Et la dernière sous-étape du positionnement qui me paraît être super importante, c'est ta capacité à montrer à quel point tu es libéré dans ce que tu fais. Et ça, c'est vraiment ultra important parce que n'oublie pas que les gens ne veulent pas forcément le résultat que tu vas leur promettre, ils veulent une partie de toi. Donc il faut que tu représentes aussi les avantages et les bénéfices que tu vas promouvoir dans ton offre. Et donc il faut que tu sois vraiment raccord avec ça. Dans ce cas-là, on parle plutôt de cohérence marketing. Il faut vraiment que ce soit quelque chose d'atteignable pour tes élèves, pour tes clients, pour tes visiteurs, enfin ceux qui te voient et ceux que tu veux essayer de toucher. Ok ? Il faut que ça fasse sens. Tu remarqueras que dans ces sous-étapes, je te pousse à être ce que tu es et je ne te pousse pas à être un clone de clone. Donc si tu es de telle et telle façon, il va falloir que tu le pointes, que tu l'acceptes et que tu le mettes en avant. Voilà. Et peu importe ce que tu es, il faut que tu sois fier de ce que tu es et que tu puisses montrer aux gens que même en étant comme ça, eh bien tu arrives à réussir, tu arrives à être heureux dans ce que tu fais et tu as envie de leur transmettre eh bien ces avantages et ces résultats, cette valeur finalement que tu as dans ton offre. Tu remarqueras également que je suis passé à côté de tous les termes marketing, voilà, volontairement pour pas te prendre la tête avec le ciblage, l'avatar client, etc., etc. Mais ce sont des étapes que tu vas devoir franchir, bien sûr, qui sont inclus dans les sous-étapes dont j'ai parlé dans le positionnement. Sans oublier le branding, personal branding, etc., etc. La deuxième étape, ça va être la création de ton offre à expérience unique. Alors, l'offre à expérience unique, c'est un terme marketing, mais certains l'appellent offre irrésistible ou offre ciblée, etc. C'est en fait le développement d'une idée qui va résoudre directement et rapidement un problème majeur sur ta clientèle, sur ton visiteur, sur ton avatar client. Alors encore une fois, dans cette deuxième étape, il y a des sous-étapes. Et la première sous-étape, c'est quel est le problème que tu vas résoudre, quelle est la souffrance à laquelle tu vas répondre avec ton offre. Et donc ça, il faut brainstormer un petit moment pour savoir quelle est l'expérience unique que tu vas pouvoir apporter à ton visiteur, à ton client, à ton élève ou à ton patient si tu es thérapeute. Et donc, il va falloir te différencier et créer ce qu'on appelle un mécanisme unique. C'est-à-dire comment est-ce que tu vas intéresser, comment est-ce que tu vas susciter le désir à ton visiteur, à ton élève, à ton client, etc. Et comment est-ce que tu vas l'amener vers un call to action rapide et immédiat. Donc ça va être la première sous-étape. La deuxième sous-étape, ça va être le pricing. Comment est-ce que tu vas te situer en termes de prix avec ton offre? Puisque tu as déjà une idée de ton offre, comment est-ce que tu vas soulager ton client, etc. Eh bien, tu vas pouvoir réfléchir non pas en termes de prix, mais en termes de coût de non-résolution. Alors, le coût de non-résolution, c'est un terme qu'on utilise beaucoup en marketing où, par exemple, si tu vends une bouteille d'eau, tu vois, dans un avion, par exemple, eh ben, tu vas pouvoir la vendre à un certain prix. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas trop le choix, si tu veux. Soit elle l'achète voilà, à l'hôtesse de l'air et elle la paye 10 euros, soit elle boit pas et elle a soif pendant 2 heures. Bon, voilà, ça c'est un type de prix, ok? Si maintenant, imagine que tu es dans le désert et que tu crèves de soif et que tu as deux doigts de mourir déshydraté, eh bien la bouteille d'eau, tu peux la vendre 10 000 euros. Et pourtant, c'est exactement la même bouteille d'eau. Mais tu la vends pas à la même personne et tu résous pas le même type de problème, tu résous pas la même souffrance. Donc le coût de non-résolution, c'est plutôt ça. Imagine maintenant un autre exemple, tu es entrepreneur et tu viens de te faire bloquer ton compte Stripe, ok? Si toi tu as la possibilité
rajouter les contacts qu'il faut et le système pour pouvoir débloquer son compte Stripe rapidement, eh bien l'entrepreneur, tu vas lui dire, écoute, pour débloquer ton compte Stripe, je te demande 50 000 euros. Alors ça peut paraître complètement fou, mais pour quelqu'un qui va perdre 50 000 euros par jour, je peux t'assurer que 50 000 euros, pour lui, c'est que dalle. Et la troisième sous-étape, eh bien, c'est le ciblage donc que tu vas pouvoir préciser à cause du pricing. Tu peux pas vendre quelque chose d'hyper cher à quelqu'un qui n'a pas les moyens de se l'offrir. Et donc, ça va définir et ça va préciser un peu plus ton ciblage. Tu vas savoir avec le pricing de ton offre à qui vraiment tu peux t'adresser. Et si toi, ton ambition, c'est de vendre des produits à 50 000 euros, forcément, tu vas pas t'adresser à des smicards. Et pareil, si tu veux vendre quelque chose de peu cher, disons à moins de 100 euros, bien tu vas pas t'adresser à une toute petite niche parce qu'il va te falloir beaucoup de ventes pour réussir à atteindre le chiffre d'affaires que tu t'es mis dans la tête. Ok, donc tu vas pouvoir adapter comme ça. Mais il faut pas faire l'inverse si tu veux. Il faut pas adapter ton prix par rapport à ta cible. Il faut plutôt définir ta cible ensuite avec le pricing. C'est-à-dire de savoir sur quel marché tu veux te situer. Et puis finalement, tu vas t'apercevoir qu'en fait, c'est pas ce que tu avais prévu à l'étape 1 du positionnement. Et donc la dernière sous-étape de cette étape numéro 2, eh bien ça va être de savoir comment est-ce que tu vas présenter ton prix. Parce que la présentation a beaucoup d'importance. Imaginons que tu vends quelque chose à disons moins de 100 euros. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête avec la présentation. 100 euros, quasiment tout le monde peut payer ça. Donc c'est ce qu'on appelle une offre no-brainer. C'est-à-dire tu réfléchis pas, tu payes. Maintenant, quand on commence à avoir des offres plus ou moins high ticket ou déjà middle ticket, on va dire aux alentours de 500 euros, là, tu vois, ça commence à piquer un petit peu. Donc la plupart des gens, en fait, vont avoir le réflexe de fractionner leur prix et de dire, bah tiens, tu peux me payer en plusieurs fois, etc. Mais le problème de ça, c'est que la plupart du temps, en fait, tu vas pas te faire payer l'intégralité. C'est-à-dire que la personne va te payer la première partie, peut-être la deuxième si tu as de la chance, la troisième partie, il y a peu de chances qu'il la paye. Alors je te raconte pas les gens qui font ça en 4 fois, 5 fois, 10 fois. Ils ont trop copié le modèle Darty et compagnie, quoi. Toi, tu n'es pas Darty, tu peux pas te permettre ce genre de truc. Donc, au bout d'un moment, il faut aussi accepter que certaines personnes ne pourront pas s'offrir ton service, ok? Et ça, c'est ok. Et ensuite, quand tu fais du high ticket ou du très high ticket, hein, des prix qui dépassent, je sais pas, 5 ou 10 000 euros, eh bien, là, tu vas devoir réfléchir comment est-ce que tu vas présenter ton prix. Tu peux pas dire, tu vois, la résolution de ton problème, c'est 10 000. Voilà. Personne ne paiera ça. Pourquoi? Parce que primo, le prix n'est pas no-brainer du tout, même pour une entreprise. Et d'autre part, tu vas devoir en fait étoffer ton offre et créer ce qu'on appelle une échelle de valeur. Si par exemple tu vends une formation, donc dans ta formation, tu vas peut-être ajouter un espace membre privé avec un groupe de discussion, etc., qui va permettre à ton client de pouvoir profiter peut-être de l'entraide avec les autres membres, tu vois, de ton accompagnement ou de ta formation. Tu vas peut-être ajouter des lives, tu vas peut-être rajouter du coaching avec un ou plusieurs coachs. Tu vas rajouter comme ça tout un tas de choses qui vont faire que tu vas constituer une échelle de valeur beaucoup plus importante. C'est ce que moi j'appelle des offres hybrides. Et tu vas devoir t'intéresser aussi à la durée pour obtenir le résultat. Parce que une offre à 10 000 euros, ça peut pas être résolu dans la tête de tout le monde, ça peut pas être résolu comme ça en claquant des doigts. Donc forcément, ça va être un accompagnement peut-être sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois. Et donc la durée, au plus la durée est longue, au plus elle justifiera dans la tête de tes prospects le prix. C'est-à-dire que clairement, quelqu'un qui va payer 10 000 euros pour 1 mois d'accompagnement, c'est quelqu'un, tu vois, qui est sûr de la personne que tu es et qui est sûre et certaine que tu vas pouvoir délivrer ce truc-là en 1 mois. Et donc, si tu n'es pas encore, si tu n'as pas encore de réputation, si tu n'as pas encore de personal branding fort, il va falloir rallonger un petit peu la durée, même si en fait la résolution du problème peut se faire en 1 mois. Il va peut-être falloir dire, ok, c'est 10 000 euros, mais en fait c'est pour 3 mois, et donc 10 000 euros sur 3 mois, c'est 3 300 euros par mois, rapporté à l'heure et au travail, machin, c'est peut-être autant, ok? Et donc ça, il faut que tu comprennes que tu peux pas présenter une offre comme ça. Il faut que tu travailles ce pricing et
le prix n'est pas un problème vis-à-vis de la résolution du problème. On revient à ce coup de non-résolution. Et ne crois pas que ça s'adresse qu'aux entreprises, ce truc-là. Ça s'adresse pas qu'au make money, par exemple. Il y a des gens, tu sais, par exemple, qui voudraient apprendre depuis qu'ils sont tout jeunes à apprendre à jouer de la guitare parce qu'ils ont envie de faire, je sais pas, tu vois, le morceau de Nirvana, machin, pour impressionner les gonzesses. Ça, ils ont envie de le faire depuis qu'ils ont 14-15 ans. Ils ont 30 piges, ils ont toujours pas réussi à le faire. Bah, si toi, tu es capable de leur apprendre ça, bah, tu vois, pour eux, c'est un coup de non-résolution aussi, tu vois. C'est un truc, ça les emmerde profondément de pas savoir le faire. Et le fait que tu puisses les aider à le faire, bah, tu vois, ça les intéresse fortement, ok? Ça peut être autre chose. Ça peut être, par exemple, je sais pas, j'ai des relations avec mes enfants, enfin, des relations conflictuelles avec mes enfants. C'est une priorité dans ma vie d'avoir une famille, tu vois, qui s'entend bien, etc., etc. Et je veux pas que plus tard ça s'envenime. Bah, tu vois, ça devient une priorité pour moi. Et donc, du coup, si tu es capable de m'aider à avoir de meilleures relations avec mes enfants et de renforcer ce lien familial, bah, moi, je suis prêt à mettre 10 000 euros, je m'en fous. Parce que c'est une putain de priorité pour moi, tu vois. Pareil dans l'enseignement. J'accompagne une personne là qui fait de l'enseignement euh, un truc un peu hybride entre Montessori et je sais pas quelle autre technique. Bon, bah, c'est quelqu'un qui enseigne aux enfants de 3 à 6 ans. Forcément, quand c'est ton premier gamin, et encore pire quand c'est le premier, qu'il a entre 3 et 6 ans, qu'il a des difficultés dans le cycle normal scolaire, hein, donc à l'école publique, bah, tu es prêt à mettre 10, 20, 30 000 euros, tu vois, s'il faut, pour que voilà, il ait un enseignement correct et qu'il puisse ensuite évoluer correctement dans sa vie. Donc tu vois, ça dépend du poids qu'il y a en face. Et au plus le poids de la douleur est important, au plus tu vas pouvoir presser haut. Donc tu vois, il faut que tu comprennes que c'est pas profiter du malheur des autres, c'est simplement adapter ton prix à la valeur de résolution que tu vas pouvoir procurer à ton client ou à ton élève ou à ton patient, peu importe comment tu l'appelles. Alors ce qu'il faut que tu comprennes aussi dans cette offre expérience unique, le plus important en fait, c'est pas que ton offre en fait elle soit exceptionnelle et magnifique et qu'elle résolve tous les problèmes de ta cible, etc. en un claquement de doigts. L'idée c'est de faire ce qu'on appelle du testing, ok? C'est pour ça que, en fait, on prévend, si tu veux, avant de créer n'importe quel produit. Et je sais bien que c'est un chamboulement dans ta tête quand tu m'entends expliquer ça. Tu te dis, ah putain, je vais vendre un truc que j'ai pas encore créé, que j'ai pas encore, tu vois, produit, en fait. Eh bien, c'est normal. C'est normal parce qu'aujourd'hui, tu penses pouvoir t'adresser à telle cible et finalement, tu vas voir qu'avec ton offre, eh bien, peut-être que tu vas toucher d'autres personnes. Et donc, tu vas forcément devoir adapter ton produit en fonction du ciblage que tu as réussi à obtenir. Ça arrive à, crois-moi, à 99% des gens qui n'ont aucune expérience en business et surtout en business sur Internet, et qui pensent voilà pouvoir s'adresser à telle et telle personne, et finalement, ils ont une clientèle totalement différente. Et je peux t'assurer que même avec de l'expérience, parfois c'est le cas. J'ai moi-même ce problème, qui n'est pas vraiment un problème, mais qui m'a surpris dans la Nation Divergente, où je m'adressais plutôt à des trentenaires, et finalement, j'ai plutôt des soixantenaires qui s'intéressent à mon programme et à ma façon d'enseigner. Et donc ça, c'était une totale surprise pour moi, puisque bah, je pensais vraiment, tu vois, intéresser des gens, disons entre 30 et 40 ans, hein, pour être un peu plus large. Et finalement, bah non, j'ai plutôt des gens qui ont entre 50 et 60 ans, majoritairement, même si j'ai des gens plus jeunes aussi. Donc tu vois, j'ai forcément dû adapter mon marketing à ces gens-là parce que mon offre en fait n'était pas forcément la plus adaptée pour eux, et donc j'ai modifié ça au fur et à mesure du temps. Et donc mon produit en fait, si tu veux, je l'ai construit au fur et à mesure du temps aussi, c'est-à-dire que le cursus pédagogique que j'ai créé dans la Nation Divergente, eh bien c'est adapté au fur et à mesure du temps pour ces gens-là qui ont peut-être un peu plus besoin de temps, qui sont peut-être un peu plus cérébraux pardon que les gens un peu plus jeunes qui percutent un peu plus vite, qui eux ont besoin un peu plus de s'imaginer les choses avant de les mettre en action, etc. Qui sont peut-être aussi un peu plus réticents, tu vois, de la façon dont tu apportes les choses. Et donc, j'ai adapté mon mode de vidéo, si tu veux, à mes clients, donc à mes élèves, voilà, dans
ce business-là parce que c'était un peu une surprise et je t'avouerai que c'est un peu la première fois que ça m'arrive parce que d'habitude, bah, je travaille beaucoup cette offre d'expérience unique d'abord et bien après, je construis le produit. Donc, je fais ce qu'on appelle de la pré-vente d'abord et après, je construis le produit une fois que j'ai fixé un peu tout ça. Et c'est vrai qu'avec la Nation Divergente, ça s'est un petit peu enchaîné rapidement et donc, du coup, j'ai créé le produit en pensant que j'avais des gens un peu plus jeunes et donc j'ai dû réadapter ça, ce qui m'a fait perdre consciemment un petit peu de temps hein, finalement et aussi quelques insatisfactions que j'ai eues au tout début parce que les gens, tu vois, n'arrivaient pas à suivre la vitesse et donc j'ai dû mettre en place tout un tas de choses comme un plan d'action, etc., qui m'ont pris pas mal de temps en fait finalement qui n'était pas prévu. Donc vraiment, je pense que le meilleur moyen de faire, c'est celui-là, c'est de faire de la prévente, donc avec une offre qui soit une expérience unique, hein, qui apporte une expérience unique, ok, mais que tu vas pouvoir adapter, enfin qui va te permettre d'adapter ensuite ton produit précisément pour cette personne-là, pour cette cible-là, et donc avoir un truc qui est parfaitement aligné avec tes valeurs à toi et avec le besoin réel de ta cible. Ok, la troisième étape maintenant, ça va être la phase de vente. Alors cette troisième étape, avec le mot vendre, c'est l'étape que je déteste. Et pourtant, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et je vais t'expliquer aujourd'hui les conclusions que j'en ai tirées. Eh bien, toutes les fois où j'ai essayé de vendre quelque chose, eh bien, je n'ai pas vendu. Et c'est un petit peu la conclusion que tu devrais en tirer aussi, c'est qu'au plus tu vas essayer de vendre à quelqu'un, au plus il va se braquer et au plus il va se mettre en opposition face à ta proposition de vente. Ce qu'il faut faire, c'est comprendre que tu dois être autant gagnant que lui. C'est-à-dire que tu dois proposer un deal win-win. Et pour proposer un deal win-win, rien de tel que la promotion. Promouvoir une offre, ce n'est pas vendre. Et si tu as bien fait cette promotion, eh bien tu vas donner envie d'acheter. Et si tu arrives à transmettre cette envie d'acheter à ton prospect, forcément, il va acheter. Et la plupart du temps, eh bien, quand je fais la promotion de quelque chose, eh bien, c'est les gens, c'est toi, c'est d'autres personnes qui viennent me voir et me disent Seb, comment est-ce que je peux acheter ton produit? Comment est-ce que je peux acheter ton offre? Comment est-ce que je peux me procurer tes connaissances? Eh bien, tu vois, c'est parce que j'ai réussi à faire le switch entre vendre et promouvoir une offre. Alors tu vas me dire, ouais Seb, c'est bien ton truc, tu vends pas, tu fais de la promotion et ça se vend tout seul, mais comment tu fais concrètement? Alors la première sous-étape, en fait, ça va être la création de contenu. Moi, c'est vraiment par là que je passe et c'est pas forcément de la création de contenu vidéo, ça peut être de la création de contenu écrit où en fait je vais expliquer tout simplement comment est-ce que je vais résoudre le problème des gens. Eh bien, en prenant le temps de m'exprimer déjà dans leur langage, c'est-à-dire que je vais me mettre à leur niveau et je vais essayer de me mettre dans cette position où moi-même j'ai besoin de ce quelque chose. De cette résolution de problème, ok? Et donc à partir de ce moment-là, ben, je vais en tirer en fait les arguments principaux que je vais utiliser pour attirer, pour intéresser et ensuite pour convertir mon prospect, pour lui donner envie et susciter surtout son désir d'obtenir le résultat que je lui propose. Et donc, je vais utiliser à la fois l'email marketing, je vais utiliser à la fois le blogging, ça c'est pour la partie, on va dire, organique SEO, et puis je vais utiliser aussi le format vidéo. Mais je ne vais pas les faire atterrir sur n'importe quel contenu, je vais les faire atterrir sur un contenu qui va les aider avant même de pouvoir avoir l'idée de leur proposer quelque chose. Et donc ça va être la deuxième sous-étape. La deuxième sous-étape, ça va être, à la première sous-étape, on a plutôt attiré, ok, mais à la deuxième sous-étape, on va essayer de les engager. Et pour les engager, en fait, on va les mettre face à leurs problématiques. Et on va appuyer un petit peu là où ça fait mal. En général, j'utilise les 7 péchés capitaux parce que, vous voyez, on est tous sensibles à quelque chose. Donc, il faut un petit peu travailler ça, comprendre un petit peu les comportements d'achat des gens, etc. Donc ça, pour ça, je te conseille, tu vois, de la lecture autour, par exemple, de Robert Cialdini sur influence et manipulation, où tu vas avoir vraiment beaucoup d'idées à développer là-dessus. Mais l'idée, c'est d'essayer de comprendre et de se mettre à la place toujours de ton prospect pour essayer de lui parler dans son langage et avec les mots qu'il connaît. Ok, ça c'est très important. Et pour ça, en général, j'utilise
j'utilise la vidéo. C'est pour ça que je vends énormément par VSL. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de m'emmerder avec du closing. Le closing, pour moi, tu vois, c'est quelque chose de très barbant, très chiant, très long, voilà, fatigant. Je le fais uniquement pour des offres. Tu sais, où le niveau de prix en fait est assez élevé. Donc forcément, là, tu vois, tu as besoin, même si tu sais que la personne en fait pourra résoudre ton problème, bah, tu as besoin de communiquer avec lui pour lui poser certaines questions. Tu vas pas poser, je sais pas, 2000, 3000, 5000, 10 000 balles comme ça sur la tête de quelqu'un sans même avoir pu discuter avec lui. Donc ça c'est inévitable. Tu es obligé, voilà, au moins d'échanger par message. C'est la méthode de closing que je préfère. Pourquoi? Parce que c'est celle en fait qui est la plus intimiste et qui est la plus neutre à la fois. Tu vois, moi je suis un allergique du téléphone et je sais que mes clients sont aussi des allergiques du téléphone. Donc je vais pas les obliger en fait à avoir un call téléphonique avec moi ou un web call sur internet, c'est pareil. Les gens ont besoin un petit peu plus de temps, tu vois, pour passer cette étape-là. Et moi aussi, je vais te dire sincèrement, j'ai ni le temps ni l'envie, tu vois, de faire des web calls comme ça à l'infini avec des inconnus. Je préfère déjà discuter dans un premier temps par message. Et c'est la méthode, moi, qui me convient le mieux. Mais celle qui me convient encore mieux, eh bien, c'est la VSL parce que là, je vais pouvoir transmettre à la fois de l'émotion, je vais pouvoir à la fois transmettre, tu vois, un sentiment réel, l'authenticité dans ce que je raconte. Bref, tu vois, de pouvoir exposer à la fois des arguments, mais aussi ces sentiments que je veux mettre un peu en exergue et mettre un peu à fleur de peau, tu vois, chez mes visiteurs, chez mes prospects. Et donc, c'est grâce à ça, si tu veux, que je suscite en fait le désir chez les gens. Ok, donc ça c'est vraiment la deuxième sous-étape. Il faut vraiment passer du temps avec ça. Il faut te réessayer, il faut faire du testing, voilà, avec plusieurs versions, essayer de scripter un petit peu ton texte parce que sinon tu oublies des choses et sinon ça devient comme mes vidéos YouTube, tu vois, un petit peu le fouillis. Voilà, donc là la VSL tu peux pas te planter. Il faut avoir un plan clair et net. Alors tu peux simplement avoir les guidelines, hein, tu vois, les lignes, la ligne directrice à suivre et improviser au fur et à mesure. C'est ce qui donne le plus d'authenticité. Mais parfois, bah, tu peux aussi dériver ou alors oublier de dire certaines choses. Donc parfois, c'est mieux de scripter. Ça dépend un peu des personnes et l'expérience que tu as. Et la troisième et dernière sous-étape de cette étape 3, eh bien, ça va être la garantie. La garantie, qu'est-ce que c'est? C'est la garantie du résultat. Les gens ont besoin de garantie de résultat. Alors, les preuves et tout ça, ça aide, ok. Mais quand tu fais de l'accompagnement, c'est difficile, tu vois, d'apporter des preuves. Alors, soit parce que les gens veulent rester anonymes, donc c'est difficile d'avoir des témoignages, soit ils veulent pas qu'on expose leurs chiffres. Enfin, il y a toujours quelque chose qui t'empêche un peu d'avoir des preuves. Donc, il faut être assez pragmatique et de dire bah, à la personne, bah, ok, si tu veux, ce que je peux te proposer, c'est peut-être une période d'essai où on essaye, on communique, on fait un premier call ensemble et on voit ce que ça donne, tu vois, derrière. J'ai juste besoin que tu t'engages et si jamais ça te convient pas, bah, c'est pas grave, je te rembourserai, mais au moins, on peut fixer les choses et voir si on est fait pour travailler ensemble et est-ce que l'échange va être win-win ou pas. Et pour ça, je t'assure que je te rembourserai si jamais voilà, il y a un problème. Donc pour ça, on peut créer des garanties, 30 jours, 60 jours ou autre chose. Peu importe, on peut demander simplement, je sais pas, des arts par exemple, tu vois, pour engager la personne. Et ces arts paieront par exemple le premier web call, ok. Et la suite du paiement sera conditionnée par ce web call. Si ce web call est concluant, bah, la personne pourra aller plus loin avec toi. Et s'il n'est pas concluant, bah, écoutez, vous arrêtez là et puis c'est tout, quoi. Hein, on peut pas plaire à tout le monde, on peut pas satisfaire tout le monde, on peut pas résoudre les problèmes de tout le monde. Donc il faut être clair avec les gens et au plus tu vas expliquer ça aux gens, au plus tu vas tu vois, être clair avec eux dans ton message en disant que la garantie de résultat n'existe pas, la garantie parfaite n'existe pas, mais que cette garantie que tu proposes, elle est sincère, véritable, et que tu cherches pas à les baiser, quoi, tu vois, tout simplement. Tu cherches pas en fait à gagner de l'argent que tu n'as pas mérité sur leur dos, et donc tu leur proposes une garantie qui est réelle.
Parce que la garantie de temps, tu vois, s'adapte pas à tout, par exemple. Je vais te prendre l'exemple, tu vois, de l'accompagnement. Tu fais un accompagnement sur 3 à 6 mois et tu dis en garantie, par exemple, je te rembourse 100% si au bout de 90 jours, tu n'as pas de résultat. Mais il y a certaines personnes, tu vois, ça va prendre un peu plus de temps. Et donc, certains vont essayer de profiter de ça aussi. Donc, tu vois, des fois, c'est pas adapté. Et donc, l'idée, c'est pas que ça te pose un problème dans ton business. Cette garantie, encore une fois, comme l'offre, en fait, elle doit être win-win. Elle doit pouvoir satisfaire ton client et lui donner envie de tenter l'expérience avec toi. On parlait d'expérience unique dans l'offre. Donc, pourquoi pas tenter l'expérience unique avec toi dans certaines conditions, avec certaines garanties. Et donc, c'est à toi d'être créatif en fait là-dessus par rapport à ta cible, par rapport à ton produit, par rapport au pricing que tu vas mettre en place parce que il est évident que pour un produit à une centaine d'euros, tu vas pas te faire chier à faire tout ça, tu vas mettre simplement une garantie je sais pas 30 jours satisfait ou remboursé ou j'en sais rien, mais tu vas mettre quelque chose de simple alors que si tu es sur du high ticket ou du très high ticket, eh bien, tu vas proposer justement ce genre de choses. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment un web call, significatif. Dire, ok, je te demande par exemple 500 euros d'art et ces arts, en fait, permettent d'avoir un web call avec moi pendant 1 heure. Et pendant 1 heure, on va regarder ton problème, on va regarder ta situation ensemble. On va essayer de trouver une solution avec un plan d'action. Et au pire, si tu n'es pas fait pour mon accompagnement, je te le dirai, et tu repartiras au moins avec un plan d'action clair et net, mais c'est pas moi qui te suivra, il faudra que tu trouves quelqu'un d'autre. Et au-delà des idées marketing de devoir vendre du rêve aux gens, etc., etc., je trouve que dans ce cas-là, en tout cas en termes de garantie, il faut être le plus authentique et le plus clair possible en expliquant à ton prospect que tu es pas là pour gagner de l'argent non mérité sur lui, tu es là pour l'accompagner et l'aider à résoudre son problème. C'est vraiment le plus important pour toi et c'est vraiment à ça que tu t'engages avec lui. On arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu y vois maintenant plus clair dans la création de ton futur business. Si tu es coach ou thérapeute, vraiment cette méthode sur les 3 étapes que je t'ai citées est vraiment faite pour toi. Si maintenant tu vends autre chose, c'est peut-être un peu différent, mais en tout cas ces 3 étapes s'adaptent à peu près à tous les business d'infoproduits. Donc tu vas pouvoir vraiment te reposer sur cette méthode, sur ces 3 étapes pour créer ton offre expérience unique. C'est vraiment important que tu comprennes que l'expérience pour le client, c'est vraiment le plus important. Donc, il faut vraiment que tu travailles là-dessus. Si tu souhaites en savoir plus et aller plus loin avec moi, je te propose de rejoindre mon incubateur Créateur Évolution. Tu retrouveras en description un lien qui te permettra d'obtenir une masterclass gratuite que mon associé Adrien a créée spécialement pour toi, qui t'explique le pourquoi du comment est-ce que notre méthode s'articule sur 12 semaines, etc., etc. Et tu verras tous les détails avec lui. Et à l'issue de cette masterclass, si tu le souhaites, tu pourras avoir un contact avec moi directement sur WhatsApp et on pourra discuter de ton projet et savoir si l'incubateur est fait pour toi ou pas, si tu vas pouvoir travailler avec nous, si tu vas pouvoir avoir un deal win-win, je te rappelle, avec nous. Bref, tout ça, tu le retrouves en description. Si tu as quelque chose à me dire, n'hésite pas, la zone commentaire est faite pour toi. Si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de me lâcher un like et n'oublie pas la cloche abonnée. Il n'y a toujours pas d'impôt dessus, frérot. Donc, lâche-toi sur la cloche abonnée et on se revoit pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, incubateur dans la description. Ciao, bye les gars.